Public Sénat et l'INA vous présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Il existe un délit d'homosexualité sur la personne de mineur de 18 ans, c'est incontestable, parce que le législateur considère, et je crois qu'il a avec lui le bon sens et la physiologie, que certains actes ont un caractère physiologiquement normal et que d'autres ont un caractère physiologiquement anormal. Jean Foyer, ancien garde des Sceaux et professeur à Assas, décrit en 1980 la pénalisation des relations homosexuelles des mineurs. Une manière de remettre en perspective la perception de la sexualité au moment où des municipalités refusent de diffuser une campagne de lutte contre le sida qui s'y réfère. Nous reviendrons sur cette question dans la seconde partie de l'émission. Mais d'abord, dans l'info dans le rétro cette semaine, nous allons revenir sur l'idole, Fidel Castro. À quelques jours de sa mort, comment évaluer l'étonnante popularité du révolutionnaire cubain ? Pourquoi, vu de France, a-t-il joui d'une complaisance singulière, particulièrement à gauche ? Quel est son véritable héritage ? Ces questions et bien d'autres seront au cœur de cette émission, mais pour l'heure, retour sur l'hommage rendu par les Cubains à celui qu'ils appelaient le leader Maximo. C'est un sujet de Samia Dechir. Des milliers de Cubains sont venus dire au revoir à Fidel Castro aujourd'hui à La Havane. Le père de la Révolution s'est éteint ce week-end à 90 ans. La première cérémonie s'est ouverte ce matin, place de la Révolution. Après une longue attente, les habitants ont défilé devant les portraits du commandante. Les hommages vont durer toute la semaine. Ils se termineront par les funérailles dimanche à Santiago. Tout comme François Hollande, le président américain Barack Obama a annoncé qu'il n'assisterait pas à ses obsèques. Castro, ses admirateurs, ses détracteurs, entre hommages et critiques, quelle est la véritable histoire de ce personnage ? Eh bien, nous allons y revenir ce soir avec deux personnalités pour nous y aider. Jacopo Machover, vous êtes universitaire à l'Université d'Avignon. Vous êtes d'origine cubaine, vous êtes arrivé en France seulement en 1963. Vous serez un peu notre grand cubain, notre grand témoin, pardon, si je puis dire, notre grand témoin cubain. Et vous avez publié de nombreux livres, dont un qui s'appelle L'Utopie cauchemardesque, aux éditions Max Chalais, et sur lequel nous reviendrons. Avec vous, Pierre Rigoulot, un historien, directeur de l'Institut d'Histoire sociale. Vous avez publié de nombreux livres sur le communisme, mais vous avez aussi publié sur Cuba 2 livres, dont celui-ci, Coucher de soleil sur la Havane, aux éditions Flammarion. Une question simple pour commencer. C'est vrai qu'à la Havane, on ne peut plus dire ni bonjour ni bonsoir pendant la période de deuil après la mort de Castro ? Oui, c'est un chanteur important, officiel, qui est député à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, c'est-à-dire l'Assemblée Croupion, et qui à un moment donné a répondu à une journaliste que ce n'était pas un bonjour. Alors, à la télé, des présentateurs ont eu l'ordre de ne pas commencer en disant bonjour ni bonsoir. Alors, ils ont protesté. Et ça a été diffusé, ils ont protesté, ils ont dit que c'était de l'extrémisme, et ça a été diffusé, c'est-à-dire tout le monde a pu le voir. Il faut absolument être triste comme pour eux, l'ensemble de la population cubaine, ce n'est pas le cas. Alors, Pierre Rigoulot, oui. Une question. François Hollande ne se rend pas aux funérailles de Fidel Castro. C'est seulement la numéro 3 du gouvernement qui va s'y rendre, en l'occurrence Ségolène Royal. Pour vous, c'est une rupture ? Non, il y a beaucoup, je crois qu'il y a pas mal de chefs d'État occidentaux qui n'y vont pas. François Hollande n'y va pas non plus, tout simplement parce que l'opinion publique européenne, on ne peut pas dire qu'elle soit désespérée par cette mort de ce qu'il faut bien appeler un tyran. Est-ce que certains journaux ont appelé un tyran ? Donc, je ne pense pas que ce soit non plus une rupture. Après tout, le numéro 3, c'est relativement important. Bon, c'est pas une rupture. La gauche n'a pas toujours été sur cette position. Oui, mais nous sommes en 2016. D'accord, on est en 2016. On va revenir à l'origine de cette histoire d'un chef d'État un peu particulier. On va revenir en 1958. On est au mois d'avril et il va y avoir un reportage fait par les Actualités françaises. Ce sont parmi les premières images qui vont montrer Fidel Castro aux Français. Ils ne sont pas au pouvoir, ils sont encore dans le maquis, pourrait-on dire, dans la guérilla. Ce sont les Barbudos, on va les voir à cheval. Et nous sommes, il faut le rappeler quand même, à ce moment-là, en pleine guerre d'Algérie, donc il y a des petites correspondances.
Ce reportage, tourné dans des conditions exceptionnelles, nous permet d'entrer dans le camp des rebelles et dans la familiarité de leur chef, Fidel Castro, dont la tête est mise à prix. Les rebelles poursuivent dans la province d'Oriente leurs actions de sabotage et de guérilla. Les villages de l'intérieur passent d'un camp à l'autre selon les vicissitudes des opérations. Avec ses troupes bigarrées, ses femmes soldats, son état-major pittoresque, Fidel Castro semble maintenant s'installer dans une sorte de retraite manœuvrière et combattante qui sème l'insécurité dans les provinces. C'est ce qui presse certainement le gouvernement Batista à essayer de liquider une révolte qui n'est pas encore à bout de souffle. Pierre Rigoulo, c'est vraiment le mythe dans toute sa splendeur du guerriero et qui porte derrière lui, je pense, celui de la Révolution. Oui, on peut se demander d'ailleurs quelle a été la part de Castro dans la fabrication de ce reportage. Il était très attentif à son image. L'exemple le plus connu est celui de ce journaliste américain, Herbert Matthews, du New York Times, qui vient et qui voit défiler des tas de guerrilleros. En fait, c'était les mêmes qui tournaient de façon à donner l'impression d'une armée importante. Ça, c'était en janvier ou février 57. C'est déjà de la propagande alors qu'ils ne sont pas encore au pouvoir. Ce sont des gens qui la pensent, comme le Che Guevara. C'est des gens qui ont déjà eu cette expérience pour savoir comment influencer les masses. Ils ne sont pas très nombreux à cette époque. Non, ils ne sont pas très nombreux, mais Fidel avait un sens inné de la propagande. Effectivement, ce dont a parlé Pierre Rigoulo avec le journaliste du New York Times, Matthews, mais il y a aussi une radio rebelle qui commence à fonctionner. Et puis, ils s'appuient aussi sur de grands hebdomadaires et de grands journaux qu'il y a dans l'île à ce moment-là, mais il y avait une presse libre. Qui appuie la guérilla contre Batista et qui va être un des facteurs déterminants de la défaite de Batista. Alors, Batista va avoir sa défaite, c'est une défaite très rapide, et quelques mois plus tard, pratiquement, puisqu'on est en février 1959, il y a une archive que je veux que vous voyez, c'est pareil, c'est les actualités françaises, elles passent dans les cinémas, et vous allez voir en 1959 comment sont effectués les procès d'épuration du régime de Batista par les hommes de Castro. On ne sait pas encore s'ils sont communistes, on ne sait pas encore quelle va être la nature du régime, mais en tout cas, on sait que la révolution va faire tomber des têtes. À la Havane, l'heure de la justice. De longues files stationnent aux portes de la prison où quelques 700 partisans de Batista, accusés de crimes de guerre, attendent leur jugement. C'est sur la piste du Palais des Sports devant 17 000 Cubains que se déroule au milieu d'une ambiance extraordinaire le premier de ces procès. Devant le tribunal révolutionnaire, un inculpé, le major Sosa Blanco, accusé de nombreux crimes, pillages, incendies, meurtres. Il aurait tué plus de 100 personnes. Séance dramatique au cours de laquelle l'audition des témoins atteint parfois au tragique. Voici parmi eux un enfant de 12 ans. Il désigne l'accusé. Il a tué mon père. La foule hurle, tuez-le. Quelques heures plus tard, Blanco était exécuté. Ça glace le sang, un petit peu ça. Ça, c'est le visage répressif du régime. Est-ce que dès le départ, on est dans un régime répressif et autoritaire? Oui, absolument. Les exécutions commencent tout de suite. Fidel était un grand admirateur de Robespierre. Il l'a cité plusieurs fois quand il était en prison en 1953. Et dès le départ, dès le mois de janvier 1959, il y a des exécutions massives, soit sous le commandement de Raúl Castro à Santiago, soit sous le commandement de Che Guevara à la Havane, à la prison de la Cabaña. Et ces images étaient montrées à la télé, dans les cinémas. Les images d'exécution de gens fusillés étaient montrées. Moi, enfant, je les ai vues. Oui. Vous avez vu ces images d'exécution? Oui, avant chaque film, il montrait ça, et à la télévision également. Et là, ce procès, le procès de Sosa Blanco, les gens étaient en train de hurler à la mort. Alors c'était tellement... Oui, on voit la population. Lui, il a dit que c'était un cirque romain.
celui qui était accusé. Alors, il y a dû y avoir un deuxième procès un peu plus discret et il a été condamné à mort et exécuté. Alors, on voit la nature absolument terrible du régime, mais en même temps, on voit que ce régime qui devient communiste commence à emprunter les méthodes les plus classiques des régimes autoritaires pour essayer de faire sa promotion. Je vous propose de regarder un film de propagande. On est en 1965. C'est un film de propagande cubaine qui parle d'une délégation de parlementaires français, la première, composée de députés gaullistes et communistes, qui vient à Cuba pour rendre visite au pays et saluer évidemment le grand Premier ministre Fidel Castro. Junto al primer ministro comandante Fidel Castro, los parlamentarios Albert Marcenet, Herb Lodran, Josh Becker, Fernando Grenier y Armand Barniadi visitan distintos lugares de la provincia habanera, entre ellos campos de pastoreo. La ciudad universitaria José Antonio Echevarría y la Habana del Este. Los visitantes permanecerán varios días en nuestra patria. Bon alors, Pierre Rigoulot, là, c'est le modèle, j'allais dire, classique de la propagande façon communiste. On montre le beau village. On montre le beau village. Ce qui est intéressant, c'est de savoir à qui on le montre. On le montre donc à Fernand Grenier, qui est un des dirigeants communistes, c'est tout à fait normal. On le montre à Georges Marcenet, qui est un gaulliste. Et j'ai bien entendu, il y a également Laudrin, et pas Laudrine évidemment, Laudrine, qui est un prêtre. C'est bien organisé le voyage. Et Laudrine va être emballé, c'est formidable. Il peut jurer que Cuba n'est pas communiste. Il en a le vocabulaire, elle en a le vocabulaire. Cette île castriste, mais elle n'est pas communiste. Quant au visiteur gaulliste lui-même, eh bien, il pense que c'est une bonne chose, évidemment, que les États-Unis soient rappelés à l'ordre dans leur tentative donc impérialiste, mais on va se féliciter donc de Fidel. Mais alors, moi, je voudrais quand même comprendre quelque chose, parce que c'est à ce même moment, pratiquement, il y a des jeunes étudiants, comme Régis Debray, qui sont fascinés par Cuba, parce que c'est un autre socialisme. Il y a François Mitterrand, qui va en 1970 au Chili rencontrer, lors d'un voyage, justement, Fidel Castro et Salvador Allende. Ce sont deux autres socialismes. Donc, il y a l'idée qu'il y a d'autres voies. Est-ce que c'est ça qui fascine, l'idée que c'est pas du communisme, que sous prétexte que c'est sous les tropiques, c'est autre chose que ce qui se passe à l'Est ? Vous savez, pour les socialistes français, ou les gens attirés par l'évolution, Cuba, Castro, a proposé en quelque sorte la quadrature du cercle, c'est-à-dire un socialisme à la radicale, intéressé ou solidaire de l'Union soviétique, et en même temps, je dis bien la liberté. C'était... Oh, mais attendez, Jacobo Machover, vous ne pouvez pas me dire que c'était la liberté en même temps. Il y avait des camps, déjà, on a vu les exécutions, on voit que c'est un régime autoritaire qui se met en place. On voit même que pour le plan... Quand il y a grâce à des gens comme Jacobo Machover qu'on sait maintenant qu'il y avait des camps, et en particulier pour les homosexuels, mais on ne le savait pas. Et puis, vous savez très bien ce qu'on vous répondait. On ne fait pas d'omelette sans casser deux. Il faut bien briser les contre-révolutionnaires, toutes les bonnes raisons des États-Unis. Ces exécutions, c'était étalé dans la presse, à la télé, et tout ça. C'est-à-dire, celui qui ne voyait pas, c'est qu'il ne voulait pas voir. Je sais pas, les Kouchner, les Debré et bien d'autres. Et tous ces gens-là étaient des aveugles professionnels. Alors c'est un aveuglement. Il lui donnait surtout une autre signification. Sartre explique que nous aussi, en France, on a liquidé un certain nombre de collaborateurs à la Libération. Et c'est exactement la même chose pour lui. Alors très bien, on va voir là, au début des années 80, parce que ce que vous me dites, c'est quand même que cette fascination dure. On va voir un document de 1982, c'est François Mitterrand, le président de la République, qui a envoyé une délégation spéciale, emmenée par Jacques Lang, avec Claude Estier notamment, un de ses proches, qui se retrouve donc à Cuba pour discuter avec Fidel Castro. Et on va voir qu'il y a encore quand même une certaine forme de charme qui s'exerce.
signe de profonde sympathie de la part du président cubain, ce séjour s'est essentiellement déroulé dans l'intimité sur une petite île des Caraïbes. Cette absence de protocole a permis que les conversations se déroulent à bâton rompu, mais la teneur en est restée essentiellement politique. Nous appartenons à la même famille latine. Nous conduisons des expériences socialistes naturellement très différentes l'une de l'autre, Néanmoins, notre volonté est la même de construire une société au service des citoyens, au service du peuple, et non pas au service de quelques privilégiés. Et même si nos socialismes sont très différents, nous pouvons parler. Bon, alors, on a vu la fascination de Jack Lang. C'est une fascination qui va durer parce que François Mitterrand va aussi envoyer, pour notamment des actions humanitaires, sa femme, Danielle Mitterrand, à Cuba. Elle va y aller plusieurs fois. Et c'est ce qui va entraîner cette espèce de rapprochement qui fait qu'en 1995, c'est l'archive que nous allons voir maintenant, en 1995, Fidel Castro vient en voyage à Paris et c'est franchement une réception grandiose pour ce chef d'État. Ses premiers pas sur le sol français, il les a fait devant la garde républicaine. Quand Fidel Castro est arrivé ce matin à l'aéroport de Roissy, il a été accueilli avec les honneurs dus à un chef d'État. Officiellement en visite privée, il n'y avait pas de ministre pour l'accueillir. Mais la Marseillaise pour l'honorer. Quelques instants plus tard, à l'hôtel Marigny, résidence des hôtes de marque de l'État français, une amie de longue date l'embrassait sur les deux joues. Danielle Mitterrand, c'est elle qui est à l'origine de ce voyage. Sa fondation France Liberté œuvre sans relâche pour aider Cuba et sa population naufragée. Et complice de son épouse, François Mitterrand recevait un peu plus tard un homme qui avait troqué sa tenue militaire pour un strict costume bleu marine. Pour Fidel Castro, l'instant est exceptionnel. La France, c'est un peu l'Europe qui l'accueille et brise son isolement. Cuba est sous embargo américain depuis plus de 30 ans, une stupidité pour François Mitterrand. L'art de la séduction, selon Fidel Castro, c'est ce qu'on vient de voir. Jacopo Machover, il y a une scène de ce reportage qui a fait le tour de la planète. C'est le baiser entre Danielle Mitterrand et Fidel Castro. Comment vous l'expliquez ? C'était un baiser quelque peu obscène vis-à-vis d'un dictateur. Puis en 1995, ça a provoqué beaucoup de polémiques et beaucoup de protestations, ce baiser. Et ce n'était pas très diplomatique. Et la venue de Fidel en France était l'œuvre de Danielle Mitterrand qui, en théorie, œuvrait pour des questions humanitaires, qui défendait des prisonniers politiques partout, sauf à Cuba. Là, plus tard, après... La question des droits de l'homme n'était pas réglée, en fait. Non, pour elle, Cuba respectait les droits de l'homme. Après, vu les critiques, elle est quand même intervenue, elle a réussi à faire libérer 3 prisonniers politiques. Le commandant Cousteau avait réussi à en faire libérer beaucoup plus qu'elle. Et d'autres... vous savez, les prisonniers politiques à Cuba sont souvent des monnaies d'échange. Moi, je voudrais savoir à quel moment se situe vraiment la rupture idéologique qui fait qu'on ne va plus regarder Castro de la même manière. Parce qu'encore en 1995, on le voit là, ces images, il y a de la sympathie, il est accueilli comme un chef d'État. C'est une visite privée, mais il est aussi reçu par Philippe Séguin, le président de l'Assemblée nationale. Donc, à quel moment ça se situe un peu ce divorce ? Je ne parle pas des gens comme Madeleine, mais plus globalement. Parce que Madeleine, c'est très tôt décédé. Moi, je n'ai pas l'impression d'un véritable divorce. J'ai l'impression d'une passion qui se calme très progressivement. Il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal à parler de Fidel Castro comme un dictateur. On voyait tout à l'heure Jack Lang, je l'ai vu récemment aussi, et j'ai même participé à une émission avec lui. Il est prudent, il est encore nuancé. Je ne suis pas sûr qu'il parlerait si facilement que ça d'un dictateur. Certes, je pense qu'il abandonnerait ce qu'il dit dans votre document. Dans votre document, il explique que certes, leurs socialismes sont très différents, mais ils ont comme préoccupation l'un et l'autre de construire une société qui vise, qui est en faveur des citoyens. Il reste Raúl Castro. Moi, c'est un petit peu, en une phrase, un petit peu chacun. Vous pensez qu'il va avoir une aura similaire ? Il était dans les Barbudos du début, il était dès le départ de l'aventure parmi ces guerrieros. Vous pensez qu'il va susciter une telle émotion ou quand même, malgré tout, ça n'a rien à voir ? Il ne suscite pas une telle sympathie, mais il n'empêche que François Hollande est allé en mai 2015 à La Havane
pour le saluer lui et pour, en passant, saluer Fidel Castro. Et puis, Raúl Castro a été invité en France en février 2016 et il y avait 200 personnes qui se sont pressées à l'Élysée. Alors, il y avait des chanteurs, il y avait des hommes d'affaires. Donc en gros, ce que vous m'expliquez, c'est que le régime... Voilà, vous m'expliquez que le régime continue, mais qu'il n'y aura pas forcément de transfert de légitimité. Je dois vous remercier beaucoup, hein, Pierre Rigoulot, d'être venu nous rendre visite dans l'Info dans le rétro. Je rappelle le titre de votre livre, hein, Coucher de soleil sur la Havane, aux éditions Flammarion. Et puis, vous restez avec nous, Jacopo Machover, pour la deuxième partie. En deuxième partie de l'Info dans le rétro, c'est le refus de certains maires d'afficher des images évoquant l'homosexualité en pleine campagne de lutte contre le sida qui a piqué notre attention. Le débat sur cette orientation sexuelle est rarement serein dans notre pays et dans notre histoire récente. Donc pour nous éclairer sur ces ressorts, j'accueille un sociologue, Éric Fassin. Éric Fassin, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 8 et vous avez publié récemment un livre sur un sujet pas exactement le même, Gauche, l'avenir d'une désillusion, chez Textuel, mais vous avez effectué plusieurs travaux sur la question de l'homosexualité. Vous avez vu la dernière campagne d'affichage, elle vous choque ? Elle n'est pas choquante puisque elle parle d'une maladie. Donc en fait, ceux qui trouvent qu'on parle de sexualité oublient que c'est une maladie sexuellement transmissible. Mais les affiches pour un coup de foudre, un coup d'essai, un coup d'un soir, pour la vie, pour un week-end, pour une fois ? Premièrement, personne n'est dénudé. Deuxièmement, on ne voit pas d'actes sexuels, on voit des corps qui se frôlent. Et troisièmement, l'idée qu'il y a des pratiques sexuelles différentes et qu'il n'y a pas seulement des gens mariés est importante lorsqu'on est en train de parler d'une transmission sexuelle. Bien sûr, puisque par exemple, M. Poisson, qui est le successeur de Mme Boutin au Parti chrétien-démocrate, a dit que d'une part, c'était une question de protection de l'enfance, mais aussi de promotion de l'adultère. Donc, très clairement, ce dont il s'agit, c'est effectivement de sexualité extra-conjugale, mais il se trouve que c'est une réalité, aujourd'hui, en France comme dans tous les pays, non seulement pour les homosexuels... Mais c'est quand même de l'extra-conjugal lié à l'homosexualité. Il n'y a pas que les homosexuels qui aient des aventures brèves. On retiendra cette phrase pour vous. On va revenir justement au début, j'allais dire, du débat, en tout cas à un moment très fort du débat sur la question de l'homosexualité en France. On est à la fin des années 70, au début des années 80. C'est le moment où on va adopter une loi sur la question des relations avec des mineurs et entre mineurs. En 1980, c'est Jean Foyer qui la présente. Regardez cet extrait où l'on évoque même la sodomie. Il existe un délit d'homosexualité sur la personne de mineur de 18 ans, c'est incontestable, parce que le législateur considère, et je crois qu'il a avec lui le bon sens et la physiologie, que certains actes ont un caractère physiologiquement normal et que d'autres ont un caractère physiologiquement anormal. Je ne pense pas que personne puisse raisonnablement aller dire que la sodomisation est l'objet d'un droit constitutionnel et constitue une liberté publique. C'est une liberté individuelle, à la limite, pourquoi pas ? Il est courageux, hein, Daniel Grand-Clément, le journaliste d'Antenne 2 à l'époque, de dire que c'est quand même une liberté. C'est quoi le contexte de ce débat, Éric Fassin ? C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que la question aujourd'hui en France, c'est personne officiellement n'est homophobe. Non, pas aujourd'hui. Moi, je demande dans les années 80. Mais à l'époque... Ouais. Tout le monde est officiellement homophobe. Pourquoi ? Parce que la loi est homophobe. C'est-à-dire que la loi considère différemment les actes homosexuels et hétérosexuels. Mais pourquoi est-ce qu'il décide de faire cette loi-là en 1980, en pleine, j'allais dire, période de libéralisation des mœurs ? Eh bien parce que, très clairement, les mœurs sont un site de bataille politique constant. Aujourd'hui, ça sert de repère pour séparer la gauche de la droite, mais à d'autres époques, ça servait déjà de repère. Donc, en fait, c'est autour de l'élection de François Mitterrand que les choses vont basculer. C'est-à-dire que Jean Foyer est en quelque sorte l'ancêtre de la Manif pour tous. Il y a une continuité qui est de choisir de se battre sur ce terrain-là et de considérer que ce terrain-là est décisif pour une vision conservatrice de la société d'un côté ou progressiste de l'autre. Mais à l'époque, il n'y a pas de représentation publique de l'homosexualité, il n'y a pas d'affichage, il n'y en a pas dans les films. Oui, mais
ce qui est clair, c'est que la question, c'est de savoir si on considère qu'il y a la moindre légitimité à parler d'homosexualité, ou bien si l'homosexualité doit rester le plus discrète. Ça, c'est ce qu'on dit à partir des années 90, mais à l'époque, le plus secrète possible. Je crois que c'est bien ça, la bataille, c'est de savoir s'il y a des choses qui doivent être cachées et d'autres non. Et en l'occurrence, il ne s'agit pas simplement de cacher la sexualité, mais de cacher l'homosexualité. Autrement dit, de considérer qu'il y a deux catégories de gens. D'accord, ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Jacopo Machover, à Cuba, même époque, années 80, qu'est-ce qui se passe pour les homosexuels ? Plutôt dans les années 60. Plutôt dans les années 60, oui. Ça a été quelque chose d'absolument terrible. C'est là qu'il y a eu probablement la plus grande répression contre les homosexuels. Il y a eu des camps de travail qu'on appelait des unités militaires d'aide à la production, et où les homosexuels étaient enfermés. Et ils étaient, avant de partir là-bas, ils étaient regroupés dans des stades. Retour en France, on a vu que vous avez dit une homophobie légale. Hein, c'était le cas encore plus à Cuba. C'était le cas en France. C'était militant. Alors ensuite, la loi change. Hein, les socialistes, en 1982, abolissent la loi qui était défendue par Jean Foyer et dont on vient de parler. Et on arrive quand même à avoir un débat sur les campagnes de lutte contre le sida. Nous, on a choisi un exemple. C'est en 1990, au moment où il y a une campagne avec des spots et des affichages. Et le gouvernement, à l'époque celui de Michel Rocard et son service d'information et de diffusion, qui était rattaché au Premier ministre, bloque la campagne d'affichage dans le métro. On regarde ce sujet et on revient dans la discussion ensuite. Aujourd'hui, on distribue gratis. 500 préservatifs ont été gracieusement offerts, station invalide, par une vingtaine de personnes. Une initiative d'ACT UP, association de défense des malades du sida, une association en colère. Explication, les voyageurs du métro seront privés de pub pour les préservatifs. À l'origine, la campagne Histoire d'amour prévoyait l'affichage dans le métro et sur les abribus de plusieurs slogans sur un mode humoristique. Mais la semaine dernière, le CID, service d'information et de diffusion du Premier ministre, a décidé de renoncer aux affiches. Ce service gouvernemental estime qu'une campagne télévisée suffira. Pour ACT UP, le gouvernement a plutôt censuré les affiches par peur de choquer. Bon, et Eric Fassin, il y avait une idée, c'est qu'aussi le métro, on y passe beaucoup, ça risque de heurter les jeunes. C'est une question de protection à laquelle vous pensez que c'est de l'hypocrisie ou il y a quand même une sensibilité réelle à cette question ? En tout cas, il y a une priorité qui est la santé publique. On est en train de parler de campagne de santé publique, c'est-à-dire de gens qui meurent. Donc, le fait que peut-être il y ait un certain nombre de personnes qui n'aiment pas qu'on parle de préservatifs, ce qui ne les empêche pas toujours, d'ailleurs, de s'intéresser à ce que dit le pape sur le préservatif, eh bien, ça n'est pas une raison suffisante pour prendre des risques supplémentaires pour des gens qui sont déjà menacés par une maladie mortelle. Vous trouvez qu'on a trop tardé, par exemple, à autoriser la publicité pour les préservatifs ? Je crois que c'est 87. Bien sûr. La question est fondamentale, c'est de savoir est-ce qu'il est plus dommageable de choquer quelques personnes ou plus dommageable de laisser ou de faire mourir des gens. Donc ce que vous me dites, au fond, c'est que c'est encore cette vieille question de la débauche, l'idée d'une société de débauche. Absolument. On nous dit on n'a rien contre l'homosexualité, mais à condition qu'on n'en parle pas. Or, ce que répond ACT UP, de manière très éloquente, c'est que le silence est égal à la mort. Donc, il y a un choix de société qui se joue à chacune de ces batailles, c'est de savoir qu'est-ce qu'on redoute le plus. Est-ce qu'on redoute le plus de parler de préservatifs ou est-ce qu'on redoute le plus de ne pas parler du danger de transmission sexuelle ? Et si on veut parler du danger de transmission sexuelle, que ce soit en 1990 ou que ce soit aujourd'hui, on parle de sexualité. Je vous entends, mais en même temps, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Mais est-ce qu'on est obligé de montrer des relations de couple, des relations extra-conjugales, ou est-ce qu'au fond, il n'y a pas un moyen de faire passer ce message autrement pour la santé publique ? C'est par exemple le choix qui a été fait pour la dernière campagne. On ne montre rien. Je vous remercie beaucoup, tous les deux. Messieurs, je voudrais rendre un petit hommage à quelqu'un qui quitte cette équipe, c'est Vincent Marcel, en toute amitié. Et puis, je voudrais, comme chaque semaine, donner la parole à une personnalité un peu particulière qui va nous dire un au revoir de très loin, un au revoir de très haut, on va dire un au revoir spatial. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde à Cologne, au Centre européen des astronautes. Et à bientôt. Vive la France! L'info dans le rétro vous a été présentée par Public Sénat et l'INA.